Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Quand vous prenez la plume, ce n'est paradoxalement jamais pour traiter des sujets légers, même si vous savez parfaitement faire rimer humour avec amour. Pour votre nouveau roman, inspiré par l'actualité, la femme de lettres que vous êtes s'est transformée en femme d'une lettre. Bonjour Amanda Sters. Bonjour. Alors ce nouveau roman, c'est, on expliquera tout à l'heure pourquoi, chez Grasset, un titre tout à fait étonnant. Je crois que c'est la première fois que je vois un livre avec un titre de ce genre. Le principe des clés d'une vie, vous le savez, vous êtes déjà venu, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 28 mars 2001. Vous présentez au Festival du film de Paris un court-métrage qui s'appelle Larmes de sang. Ah oui, c'était mon tout premier court-métrage. Un film de 9 minutes. Oui, alors je l'ai pas présenté. Enfin, j'ai été sélectionnée au Festival de Paris pour un scénario que j'avais écrit. Exactement, de long métrage, oui. Et donc j'en ai profité pour montrer ce court métrage que j'avais réalisé un peu avant. Voilà. Ce Festival du film de Paris qui au départ était destiné aux collégiens ou aux lycéens et qui est devenu pendant des années un rendez-vous de présentation de films en exclusivité. Exactement. Et vous avez obtenu un prix pour un scénario. Oui, le meilleur scénario junior. J'étais donc encore un jeune auteur et ils avaient récompensé ce premier scénario qui était une adaptation d'une nouvelle de Borges que j'adore, qui s'appelle L'Évangile selon Matthieu. Et c'est encore un de mes rêves de réussir à faire ce film qui coûte assez cher, mais voilà, il faudrait que je trouve un producteur argentin. Ça se passe en Argentine. Mais le scénario est déjà écrit. Le scénario est déjà écrit. Je pense qu'il mériterait un peu de retravail, même si il y avait une promesse dans ce scénario, puisqu'ils ont vu un jeune talent en moi. Exactement. Et à l'époque, ce court-métrage, vous l'aviez réalisé, d'ailleurs sous le nom d'Amanda Marouani. Oui, qui est mon vrai nom, Voilà. qui est le nom de famille de mon papa, Marouani. Et puis avec le temps, assez rapidement, j'ai pris un pseudo pour plein de raisons. D'abord parce que mon père, qui est psychiatre et psychanalyste à l'époque, continuait à pratiquer. Je trouvais ça compliqué pour lui d'avoir une sorte d'intrusion dans de sa vie privée dans l'espace public. Et puis aussi parce que quand on écrit, j'ai l'impression qu'il faut rester très libre. Et être libre, ça veut dire être la femme de personne, la fille de personne, la mère de personne. Et donc, il n'y a que moi qui ai ce nom de famille que je me suis offert. Qui est venu comment ? C'est mon deuxième prénom, qui est aussi celui de ma grand-mère, Esther, que j'ai transformé. Voilà, j'ai enlevé un E, j'ai ajouté un S. Exactement. Alors, il se trouve que ce court-métrage, il est annoncé sur Internet, mais il n'y a pas la moindre trace. Non, mais je l'ai moi encore. Mais c'était à l'époque où vous faisiez des courts-métrages en pellicule. Moi, j'ai commencé à réaliser des films en pellicule, et mon premier film d'ailleurs était en pellicule. À l'époque, il n'y avait pas encore de numérique. Vous voyez, j'étais dans les derniers dinosaures à faire ça. Et donc, c'est toujours compliqué de numériser les choses. Et ensuite, je l'ai pas mis en ligne. Donc voilà, j'ai encore les bandes chez moi que je garde vraiment précieusement. À côté de mon premier film aussi, dont j'ai les bandes. Je trouve ça assez émouvant d'avoir la pellicule. C'est vraiment une autre sensation. Exactement. Et puis, l'expression larmes de sang, au départ, c'est une métaphore puissante pour l'intensité de son angoisse et de sa souffrance. Oui, alors c'était un film d'anticipation, de science-fiction. Et dans lequel l'amour avait disparu et une légende circulait en disant que si l'amour revenait sur Terre, la personne qui le ressentirait aurait une larme de sang qui coule sur sa joue. C'est un film en noir et blanc, la larme de sang, c'est la seule chose en couleur qu'il y a dans le film. C'est très charmant, mais c'est encore un film d'étudiante, quoi. Oui, mais il faut encore trouver le budget, les équipes. Oui, ça c'est une énorme partie de mon travail. Souvent, d'ailleurs, quand je vais parler à des étudiants ou quand on me demande les qualités qu'il faut pour faire un film, je dis que le talent, l'envie de raconter une histoire, et l'imaginaire, tout ça, c'est très bien, et même la technique, mais ça n'est qu'une petite partie de notre travail. Chaque fois qu'on monte un film, c'est comme si on était... Il faut des qualités en fait d'entrepreneur. C'est comme si on montait à chaque fois une société, une start-up, et il faut lever des fonds
il faut réussir que les gens aient confiance et fassent un chèque de souvent plusieurs millions pour faire un film. Donc c'est cette partie-là, cette capacité à convaincre, c'est une partie importante de mon métier dont on parle très peu. Oui, et puis surtout, vous êtes une autodidacte en la matière. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma et démarcher les entreprises ou les producteurs, vous l'avez appris tout seul. J'ai un peu fait les choses au culot dans ma vie, ce qui est assez étonnant parce que je suis très timide et j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et il y a vraiment que la passion de ce métier, l'envie de travailler qui m'a poussée vers ça. Parce que sinon, si je dois demander pour autre chose ou si je dois sortir de cette timidité pour des choses qui sont annexes à mon métier, j'y arrive pas. Oui, mais en même temps, vous avez une qualité très particulière. Vous observez beaucoup et vous retenez tout ce que vous observez. Ça vous aide dans votre travail. Ça m'aide. Je pense quand on est artiste en général, on est en pâte, on a quelque chose en tout cas, il faut essayer de comprendre les gens, il faut essayer de les aimer et de les comprendre, même quand ils sont très différents de nous, surtout quand ils sont très différents de nous. Et ça aide évidemment quand on est dans un rendez-vous professionnel à comprendre ce qu'on attend en face ou le discours qu'il faut délivrer pour convaincre. Mais je pense qu'en plus, lorsque vous étiez petite, je crois que vous vous cachez dans le placard pour observer votre père en train de parler avec ses patients et que vous observiez tout cela. Oui, je pense que je l'ai fait quelques fois et je l'ai dit, donc ça a pris beaucoup d'ampleur. Évidemment, je pense que mon père aurait pas laissé plusieurs fois, mais on va dire qu'il y avait une connivence avec certains patients parfois et ils ont dû trouver ça charmant. J'étais vraiment une toute petite fille, mais oui, il y avait quelque chose de très Woody Allenien dans cette chose-là, et j'ai dû, malgré moi, non seulement entendre des choses qui n'étaient pas destinées à une jeune fille de mon âge, mais aussi, je pense, j'ai compris assez tôt que mon père, même s'il était psychiatre et qu'il lui arrivait de prescrire des médicaments, la plupart du temps, comme psychanalyste, il soignait les gens avec des mots. Et donc, je fais un métier assez proche du sien. Et puis les mots, justement, en français et en anglais, ça vous a servi. Vous avez fait vos études à l'école bilingue sans imaginer que ça vous servirait autant aujourd'hui, Amanda Sters. Oui, alors j'étais jusqu'en CM2 à l'école bilingue. Ça m'a permis d'avoir la chance d'avoir accès à l'anglais plus tôt, en tout cas d'avoir la capacité à structurer mon esprit aussi en anglais. C'est toujours une chance d'apprendre une langue en plus de la sienne. Et non, à l'époque, je rêvais pas du tout d'aller vivre aux États-Unis. Non, vous étiez d'ailleurs quelqu'un qui faisait parfois l'école buissonnière, vous observiez les gens dans la rue. Oui, j'ai un physique de bon élève et j'avais plutôt des notes assez honorables. Et pourtant, j'ai souvent séché les cours et j'étais pas... Oui, j'ai fait des bêtises, on va dire. Bon, mais ça arrive tout le temps quand on est jeune. Je pense qu'il y avait une sorte de profond malaise qui est parti par la suite, mais j'avais l'impression de pas toujours être à ma place dans les communautés, dans les groupes. J'ai toujours eu une sorte de mal-être. Je parlais de ma timidité, mais ça allait avec cette chose-là. J'étais un enfant beaucoup plus grave que l'adulte que je suis aujourd'hui. Oui, et en même temps, vous aviez un côté rebelle. Assez rebelle. Oui. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que quelqu'un a compté dans votre passion littéraire. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Boris Vian, qui a beaucoup compté notre vie. Je vous précise que cette chanson, c'était l'hymne du tabou. C'est le cabaret où Juliette Gréco a débuté comme ouvreuse et où sont nés les existentialistes, puisqu'il y a une photo dans le journal Samedi Soir, l'ancêtre de France Dimanche, où on voit au tabou Roger Vadim et Juliette Gréco et le mot existentialiste pour la première fois. Et c'est vrai que Boris Vian, ça a compté. Vian, Gary, Zweig, Duras, et je dirais peut-être aussi... c'est dur de résumer, mais en tout cas, dans ces noms que je viens de citer, soudain, la découverte que la littérature peut ne pas être ennuyeuse, entre guillemets. C'est-à-dire que soudain, je me rends compte qu'il y a quelque chose, il y a une forme de modernité dans leurs textes que je n'avais pas vraiment ressenti dans les lectures qu'on m'avait données, un peu comme les comtesses de Ségur et compagnie, que je trouvais un peu
plate, où j'avais l'impression de ne pas être en accord avec quelque chose de moi. Et là, soudain, non seulement une langue très moderne, une façon de voir le monde qui me bouscule, et chez Vian aussi le rapport à l'érotisme, une forme d'érotisme qui m'a bousculée jeune fille quand je découvre tout ce qui peut se passer entre un livre et un lecteur. À tel point que vous écrivez un livre à 15 ans, qui est refusé par Jean-Marc Roberts, mais qui vous encourage. Qu'est devenu ce manuscrit ? Je l'ai toujours. Ma grand-mère là, ma mère là. Je sais pas si moi je l'ai, mais en tout cas, il est quelque part dans la famille. Oui, c'est Jean-Marc Roberts qui est un éditeur brillant, mais aussi un immense auteur et scénariste qui me lit pour la première fois, ne sait pas que j'ai 15 ans. M'encourage vivement, mais surtout me dit: j'ai jamais vu un sens du dialogue comme le vôtre, allez écrire pour le cinéma. Et honnêtement, avant lui, j'y avais pas du tout pensé. C'est lui qui ouvre cette porte-là dans ma vie. C'est fou, hein. Ça, c'était le point de départ justement de votre parcours. Et puis, il y a une autre date importante dans votre parcours, une date internationale, c'est le 8 septembre 2008. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Amanda Sters. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Amanda Sters pour ce nouveau roman C chez Grasset. On expliquera pourquoi tout à l'heure le mot C est sur la couverture. On a évoqué vos débuts. Et si je parle du 8 septembre 2008, c'est-à-dire que la plus grande université américaine qui est Harvard ouvre ses portes pour la saison. Et cette année-là, vous allez figurer pour la première fois au programme avec Le Vieux Juif Blonde. Ah oui, j'ignorais la date précise, mais oui, c'est l'année où Le Vieux Juif Blonde est étudié dans cette université qui est la première incroyable. université au monde. Et oui, et puis qui fait rentrer le texte au programme, c'est-à-dire qu'il va être étudié pour 100 ans, Oui. et donc me survivre. Et c'est assez vertigineux pour un auteur de se dire: je sais déjà que je serai étudié, que mes textes seront étudiés après moi. C'est quelque chose de troublant, oui. Oui. Et d'ailleurs, si vous êtes étudié, vous le devez en partie à celui dont on va entendre la voix. Je m'en voulais, comme je m'en veux souvent, d'être encore en vie. Elie Wiesel, Je crois que qui a eu nous le prix Nobel de la paix ça. en 1986 et qui a un jour suggéré à l'oreille de quelqu'un que ce texte pourrait être à Harvard. Oui, c'est Elie Wiesel qui donne mon texte à une professeure à Harvard qui s'appelle Clara Guilla-Kessous, et ensemble ils la soumettent au comité de l'université, et puis c'est comme ça que ça a commencé, oui. Et Clara Aguila-Kissou, c'est à la fois une femme de théâtre. D'ailleurs, elle a mis en scène une pièce d'Elie Wiesel, Le Choix, à Paris. Elle a fait entrer le théâtre à Harvard et elle a eu le coup de foudre pour ce texte. Oui, elle est assez remarquable. Cette femme, elle fait des choses que je vous encourage à aller voir. Elle travaille avec des rescapés, souvent de génocide. Elle a travaillé au Rwanda, par exemple, pour essayer de faire survivre les gens à travers le théâtre, de leur permettre d'extérioriser leur trauma. Et je crois qu'elle est donc professeure invitée dans ce qui est quand même la première université au monde. Oui. Et quand vous apprenez que donc votre pièce va être étudiée à Harvard, qu'est-ce que vous ressentez, Amanda Sters ? À l'époque, j'ai à peu près l'âge des étudiants, quoi. J'étais pas loin. Donc, j'ai pas eu ce sentiment, souvent on dit un sentiment d'imposture, non, mais j'ai eu l'impression d'être quand même dépassée par cette œuvre. Je pense qu'il y a toujours cette chose dont on a du mal à parler, nous auteurs, mais cette idée que il y a un moment donné où on n'est pas complètement seul à écrire. Ce qu'on appelle l'inspiration, ça peut être aussi quelque chose en étant un peu mystique, j'ai l'impression de quelque chose qu'on capte en fait et qui ne nous appartient pas complètement. Voilà. Alors, il faut rappeler que cette pièce que le monde entier a vue, c'est l'histoire de Sophie, une jeune fille de 20 ans qui affirme à ses parents bourgeois catholiques qu'elle n'est pas leur fille, mais Joseph Rosenblatt, un vieux rescapé des camps. L'idée est venue, je crois, quand vous étiez enceinte de votre deuxième fils. Alors j'ai écrit, oui, je sais pas si c'est entre les deux ou au moment où je suis enceinte de Léon, mais ce qui est certain, c'est que
J'ai écrit entre-temps pour les 20 ans du texte une préface pour essayer d'expliquer pourquoi, comment est arrivé ce texte. Et je pense que je le portais en moi depuis très longtemps. Et comme avant d'accoucher de mon deuxième fils, j'ai accouché aussi de ce texte que j'écris en un souffle très très rapidement et pourtant qui est en fait une espèce de cristallisation de tout ce que j'étais. Et de tout ce que je ressentais. Et je pense que c'est très particulier quand on écrit quelque chose d'aussi singulier. On se demande qui ça peut toucher. Et en fait, ça a été une des premières leçons que j'ai apprises dans mon métier, c'est que la singularité, en fait, touche à l'universel et qu'il faut être singulier pour être un artiste qu'on remarque. Et donc ça m'a autorisé une part d'étrangeté dans toute la suite de ma carrière. Oui, mais il se trouve que lorsque vous écrivez cette pièce, vous êtes convaincu, Amanda Sterz, qu'elle va intéresser personne et qu'au bout de 3 jours, elle ne sera plus à l'affiche. Ah oui. J'étais jouée dans une toute petite salle au Mathurin. Oui. Et à l'époque, Mélanie Thierry n'est pas du tout la star qu'elle est aujourd'hui. C'est moi qui l'impose. J'ai écrit le texte pour elle. Je l'ai croisée dans un ascenseur. Je lui ai dit j'écris un texte pour vous. Elle s'est dit c'est qui cette dingue. Et vraiment, c'est une révélation commune. Il y a quelque chose qui se passe entre mes mots et qui elle est. Et voilà, je pense que toutes les deux, on a touché à quelque chose de magique qui est à la fois formidable quand on est si jeune et en même temps un peu enfermant. C'est-à-dire que je suis devenue l'auteur du Vieux Juif Blonde, voilà, c'est mon tube, et j'ai du mal parfois à ce qu'on ouvre à autre chose, quoi. Oui, mais en même temps, vous savez que dans ce théâtre des Mathurins, un auteur très célèbre a aussi fait jouer sa première pièce. Florian ? Non, Sacha Guitry. Ah bah Sacha Guitry et Florian Zeller aussi, figurez-vous. Et Sacha Guitry en 1902, sa première opérette contre la vie de son père, c'est au Mathurin. Bah, donc, voyez, voilà. vous êtes en bonne une belle compagnie. bande. Ouais. Et finalement, le succès que vous n'attendiez pas a dépassé tout ce que vous pouviez imaginer. Bah oui, quand on commence dans une salle de je sais plus combien, à 90 places, une toute petite salle à 19h, et ensuite on passe dans la grande salle à 21h de 400 places, et ensuite à Édouard VII, et ensuite le texte est traduit, et puis comme vous le disiez, on va jusqu'à Harvard. Ouais, c'était évidemment inattendu. J'aurais déjà été heureuse de remplir la petite salle, vous voyez. Mais en même temps, avec le recul, vous vous dites que finalement, ce texte de Vieux Juif Blonde était en avance sur son temps. En tout cas, il a résonné à ce moment-là, mais je pense qu'il continue à résonner parce qu'il évoque des sujets qui sont devenus à la mode entre-temps, on va dire, puisque ça parle du genre, par exemple. C'est quelque chose dont on parlait très peu avant, et d'ailleurs, je pense que ça n'a pas été relevé tant que ça au moment de la sortie. Et c'est drôle parce que je vois avec les étudiants, justement, les questions qui sont posées se transforment avec le temps. Et chaque année, on voit le texte d'une façon différente. Moi-même, je commence à avoir des choses que je regardais pas exactement sous cet angle. Donc, je pense qu'un texte, ça vous échappe, surtout quand on l'a écrit il y a 20 ans. Il y a des choses qui sont encore moi, des choses qui sont... c'est comme si les mots évoluaient. D'ailleurs, si vous recevez une lettre de quelqu'un qui vous est cher, elle ne résonne pas de la même façon si vous la lisez au moment où vous la recevez, ou 20 ans après, quand c'est un amour perdu, ou quand si c'est la lettre de quelqu'un qui a disparu. En fait, les mots continuent à vivre leur vie sans vous, et ils se transforment. Et il y a ce sentiment très fort pour le travail d'un auteur aussi. Moi, je relis évidemment pas mes textes, mais quand la pièce est jouée, je la revois, puisque je viens saluer les nouveaux comédiens, les nouvelles comédiennes. Et donc, je redécouvre un texte qui n'est plus complètement à moi. Oui, en même temps, je sais qu'à Los Angeles, dans le questionnement aujourd'hui sur le genre, elle est considérée comme un modèle, cette pièce. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont remis à en parler. Ouais. C'est fou, hein ? Ouais. Vous l'auriez jamais imaginé, c'était pas votre but quand vous l'avez écrit. Je pense qu'on n'écrit jamais entre guillemets, pour la gloire, et puis je trouve ça super si ça permet aux gens de parler de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs émotions. J'ai plus vraiment l'impression, comme je vous disais, que ça m'appartient complètement. Donc à eux d'en faire ce qu'ils veulent.
Et tous les sujets que vous avez traités, il y a toujours un angle actuel. Je pense à la dernière pièce que vous avez écrite qui est Ami, avec David Fokinos, où vous parlez des réseaux sociaux pour trouver une âme sœur ou un ami. Là aussi, vous êtes dans l'air du temps, Amanda Sters. Oui, on s'est bien amusé avec David Fokinos à écrire cette pièce. Et oui, c'était sur... on parle de trouver l'amour en ligne, puis dans notre pièce, il fallait trouver l'amitié en ligne. Et oui, c'est assez... c'est un traitement humoristique et en même temps c'est glaçant de se dire que maintenant tout est transformé ou codifié par un algorithme. Quand Mythique a commencé, personne n'y croyait. Je crois que l'idée est venue un lundi matin à Marc Simoncini dans sa cuisine. Il a engagé 3 personnes et on sait ce que ça donnait ensuite. Mais cette évolution de la société, vous en êtes une observatrice et ça vous inquiète, ça vous parle ? Tout ne m'inquiète pas, c'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à noircir le tableau et il y a aussi des choses formidables qui arrivent avec le progrès comme à chaque fois. Dans toutes les grandes révolutions industrielles, les gens ont eu peur. Je pense que le seul problème aujourd'hui, c'est que on va plus vite que la législation, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé les problèmes qui peuvent découler de ces révolutions. Ce qui m'inquiète le plus sont sans doute les fake news, l'incapacité des gens à savoir quel est le vrai, quel est le faux et comment on retrouve la vérité. Je pense que c'est quelque chose c'est la chose la plus angoissante pour moi aujourd'hui, que les gens perdent leur boussole et n'aient plus de référent. En tout cas, vous ne perdez pas votre boussole, si j'en juge par votre parcours. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 16 janvier 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Amanda Sters. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Amanda Sters. Ce livre, c'est une lettre mystère chez Grasset qu'on évoquera tout à l'heure. On a évoqué bien sûr vos débuts, ce succès international. Et puis le 16 janvier 2019 est sorti un film qui a compté dans votre vie. Vous êtes Rabin Katan ? Oui, c'est vrai. Je viens vous dire que si vous n'arrêtez pas de planter ça c'est une aventure incroyable parce qu'au départ c'est un roman, Les Terres Saintes, que vous avez écrit sans imaginer que ce serait un film au départ. Oui, alors d'autant plus que c'était un roman épistolaire assez doux, amer, qui avait beaucoup de beaucoup de difficultés à être imaginé directement comme un film parce que c'était dur à mettre dans une case, quoi. C'est-à-dire que c'est un juif cardiologue à la retraite qui va s'établir comme éleveur de porcs à Nazareth. Oui. Et l'idée, je crois, vous est venue en lisant Le Monde diplomatique. Oui, j'ai lu qu'on a élevé des cochons en Israël, mais qu'il fallait les mettre sur des planchers pour pas qu'ils touchent les terres saintes. Et ce qui m'amusait, c'était que pour une fois, les imams, donc les musulmans et les rabbins et donc la communauté juive étaient d'accord. Ils avaient trouvé un accord contre quelque chose, donc l'élevage de cochons. Et je me suis dit que d'imaginer un type qui partait élever des cochons en Israël et qui se retrouvait face à ces communautés alliées contre lui, c'était vraiment assez drôle, quoi. Il faut voir le déclic au départ. Un sujet, ça vient comme ça, sur un déclic. En fait, je suis très sincère. C'est juste que je lis ça et je ris toute seule. Je suis dans le train et je me rappelle de rire en train d'imaginer toutes les scènes qui peuvent découler de ça. Et puis voilà, en tout cas c'est le noyau qui commence à créer des idées. Puis mes personnages viennent, etc. Donc il me faut quelque chose. Je me dis non, ça c'est trop drôle. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc vous avez fait un roman et à votre grande surprise, des producteurs vont proposer d'acheter les droits, ce que vous refusez. Au début, oui, j'ai refusé. Finalement, j'ai accepté. Et puis, je finis par accepter d'adapter, moi, le texte. Et c'était une formidable réalisatrice québécoise qui voulait le faire. On attache du casting en France, etc. Et puis, on n'arrive pas à monter le film. Personne ne veut mettre d'argent dedans. Elle y arrive pas. Je finis par traduire le texte en anglais en me disant que peut-être on aura plus de chance aux États-Unis. Et puis, elle n'arrive pas à monter le film. Et j'ai fini par, quelques années après, m'en emparer moi comme réalisatrice. Et j'ai réussi à attacher un casting
incroyable puisque c'est le dernier film qu'a fait James Caan. Oui, qu'on avait connu dans Le Parrain. Il était l'un des personnages clés de la famille. Et d'ailleurs, il a été convoqué quelques années plus tard, je ne sais pas si vous le savez, à New York, pour une sorte de mafieux, car il fréquentait, sans le savoir, un groupe de mafieux à New York. Je suis pas si sûre que ce soit sans le savoir parce que il aimait bien les gens sulfureux. Il m'a raconté un nombre d'histoires. Vous vous seriez régalé à l'avoir à votre micro. Après le tournage, on prenait des verres avec l'équipe. Alors évidemment, il y a souvent beaucoup d'hommes dans les équipes de tournage, donc ils étaient tous fascinés par ce type qui était le parrain, quoi. Ouais. Et puis il nous racontait comment, en pleine gloire, au moment de son divorce, il était allé vivre dans la Playboy Mansion. Et un nombre d'anecdotes extraordinaires. Alors, il se trouve que devenir réalisatrice, bon, d'abord, vous n'avez pas fait d'école de cinéma, on l'a dit, et c'est venu instinctivement, vous avez appris sur le terrain? Je vais vous dire la vérité, la première fois que j'étais sur un plateau de cinéma, c'était le mien. Oui. Pour mon court-métrage, mais après, la deuxième fois aussi, je pense que j'avais dû voir 1 ou 2 tournages, et à chaque fois, je me dis qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Bon, c'est pas comme si je faisais une opération à cœur ouvert. Donc je lis beaucoup, je me renseigne, je fais tout ce que je peux pour essayer d'arriver prête. Et en fait, autant maintenant je suis très technicienne et je sais très bien de quoi je parle, mais au tout début, je me suis dit que l'important c'était de savoir ce que je voulais et que je pouvais le dire avec des mots simples à mes équipes. Et pas avoir peur de pas avoir le jargon exact ou de pas savoir comment ça se faisait, que c'était pas grave, qu'on avait le droit d'apprendre aussi. Donc je suis très reconnaissante à la personne qui m'a donné la chance de faire mon premier film, qui était une femme qui s'appelle Brigitte Macchioni, qui dirige encore UGC et qui a vu quelque chose en moi. D'abord, vous aviez écrit un scénario, je crois, avec Didier Caron, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelait Je vais te manquer. Ah non, alors ça, il y a 2 choses. J'ai écrit une pièce avec Didier Caron, j'ai adapté sa pièce, ouais, et ça. Lui, il l'a réalisée. Voilà. Non, et Je vais te manquer, c'est un scénario que j'ai écrit toute seule, voilà. Et qui devait être pour quelqu'un d'autre. Qui devait être pour... en fait, on allait chercher un réalisateur, oui. Et c'est au moment où on cherchait un réalisateur que Brigitte Macchioni me dit « Mais pourquoi tu le fais pas toi ?» Et je me suis dit, ok. Et il y avait Pierre Arditi et Carole Bouquet quand même. Et oui, alors après, j'ai réussi à avoir un casting de rêve. Carole Bouquet, Pierre Arditi, Mélanie Thierry, que j'ai ensuite embarqué avec moi, Cécile Cassel, Patrick Mille. Il y a beaucoup de gens dans ce film. Et avant Hollywood, il y a eu quand même un film qui a très bien marché, c'est Madame. Oui. Car ce film a été sélectionné dans plein de festivals et vous a rapporté des prix. C'était aussi un film étonnant puisque je crois que c'était dans un dîner, ils sont 13 à table et puis il manque quelqu'un et on va utiliser la femme de ménage ou la cuisinière. Oui, la femme de ménage qui est incarnée par Rossi De Palma, oui. Pour faire la 14e personne. Et ce soir-là, un des convives qui ne sait pas qu'elle est la femme de ménage tombe amoureux d'elle et donc c'est un peu une sorte de commentaire social acide. Voilà, si un de vos copains tombe amoureux de votre femme de ménage, comment vous réagiriez ? Pas forcément sur l'écart social, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a accès à votre intimité. Une femme de ménage, elle voit un peu les dessous au sens propre comme figuré. Et c'était intéressant d'avoir une sorte de comédie sociale avec plusieurs degrés de lecture. Et puis 13 à table, c'est une superstition. Vous savez d'où elle vient, en fait ? C'était le dîner des apôtres, non ? Exactement, ils étaient 12 et puis il y a eu l'arrivée de Judas. Il y a Judas. Donc, okay. Il y a un peu semé la pagaille. Alors, il se trouve que ce film a tellement marché que vous avez ensuite décidé de vous installer aux États-Unis. C'est venu comme ça petit à petit, les États-Unis. Je crois que c'est plutôt après le Bataclan. Ouais, pour être honnête, j'ai fabriqué cette chance de faire un film en anglais pour pouvoir m'autoriser à partir vivre aux États-Unis. J'avais une envie professionnelle, mais c'était lié à des choses en France qui me faisaient un peu peur, notamment sur la sécurité de mes enfants et sur leur avenir ici. Et donc, voilà, c'est un petit mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de pouvoir avoir une carte de visite en partant aux États-Unis et j'ai réalisé ce film en anglais. Voilà. Et j'en reviens à Holy Land où ça a été quand même très compliqué parce que vous aviez choisi de faire 3 pays différents et surtout que les lumières soient adaptées à chaque pays. Oui. Ça pour une débutante, c'est quand même osé.
Après, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des très bonnes équipes. Et Holy c'était déjà mon 3e film, donc j'étais plus une débutante après trois longs métrages. Mais oui, c'était ambitieux, on va dire. Oui, en plus, il y avait 5 langues différentes sur le plateau. Donc, comment on fait quand on doit diriger tout ça? C'est pas simple, c'est épuisant. On a choisi l'anglais pour que tout le monde se mette d'accord, mais évidemment, il y a toujours des petits foyers de langue sur le côté. J'avais de la chance, j'arrivais à maîtriser la plupart des langues, donc ça allait. Mais oui, c'est vraiment un travail de chef d'orchestre. Chef d'orchestre aux États-Unis. Vous avez choisi de vous installer dans un quartier mythique de Los Angeles, je crois. Je suis à Hollywood, je suis juste à côté du Hollywood Sign, donc je m'en remets pas à chaque fois. Pourtant, ça fait 10 ans que j'habite là, mais à chaque fois que je roule ou que je marche et que je vois ce signe de Hollywood, je pense la même chose que quand un Américain vient vivre ici et qu'il voit la Tour Eiffel, quoi. Il y a quelque chose d'un peu mythique, oui. Et ça a été compliqué quand même d'être là-bas, parce qu'au début, une Française qui arrive, il y a des codes, c'est pas simple, Amanda Sters. Au-delà des codes, je suis pas arrivée enfant où on se fait des amis en jouant au football ou dans la cour de récré comme ont pu le faire mes fils quand ils sont arrivés. Moi, j'avais pas de tissu social, j'avais pas encore de position, je n'étais pas reçue par les producteurs. Il a fallu que je refasse tout ce travail que j'avais fait quand j'étais jeune fille, avec un peu plus d'humour parce que j'avais déjà vécu ça, mais ça m'a obligée à une forme d'humilité retrouvée et de me dire ok, on va voir si t'as mérité ton titre et tu vas le remettre en jeu, quoi. Il y avait ce truc de recommencer à zéro. Oui, mais en même temps, une petite Française qui arrive aux États-Unis, les Américains se méfient. On reste toujours les immigrés dans un autre pays, quoi. En plus, j'ai pas un accent parfait, j'ai quand même un petit accent français. On entend que je suis pas américaine. Oui, mais ça leur plaît toujours. Oui, ça peut être charmant, mais c'est charmant quand vous dînez et qu'on vous sert de la baguette. C'est moins charmant quand on doit vous faire confiance sur un film. Il y a quand même ce rapport un peu étrange à l'idée que on n'est pas complètement de la partie, que est-ce qu'on va être capable de ça, parce que ça, en plus je suis une femme, c'est des métiers très misogynes. Il y a très peu de femmes à Hollywood, en tout cas dans des sphères où on réalise des films de long métrage. Ça change un peu, mais les chiffres persistent à dire que pas suffisamment. Donc oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées et en même temps j'avais déjà fait des films, il fallait un peu forcer les portes. Il y a un Français aussi scénariste comme vous et réalisateur qui a réussi à Los Angeles, c'est Francis Weber. Il est arrivé et puis il est toujours là-bas, très heureux, loin de la France et lui aussi c'est un génie du scénario. Je sais pas si vous le connaissez. J'aimerais bien être comparé à Francis Weber. Pour moi, c'est un génie du scénario. Je sais pas si je pense pas pouvoir me mettre sur un pied d'égalité. J'ai encore beaucoup de travail, mais c'est oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré très jeune avec quelqu'un qui lui dit je te présente Amanda, elle est scénariste et j'avais encore rien fait et je me rappelle qu'il m'a dit vas-y pitch. Il fallait que je lui raconte une histoire en 1 minute j'avais une forme de pression, mais il est très drôle dans la vie comme dans ses films. Il m'a expliqué un jour que pour travailler, il se mettait au travail le matin pendant une demi-heure, il cherchait des idées et après il était tellement épuisé qu'il appelait le kinésie directement. Ah oui, je sais qu'il fait beaucoup de sport, mais je l'ai jamais vu à Los Angeles, je crois peut-être une fois. Il faudrait que je l'appelle, que je vois s'il veut bien je crois qu'il sera très heureux déjeuner avec moi. Je crois qu'il sera très heureux parce que il est vraiment ouvert à tout. Alors, vous avez créé aussi là-bas une société d'audiovisuel. C'est aussi très risqué pour une jeune femme qui arrive de Paris. Alors, une société, oui, de production de films. Ce qui est risqué, c'est surtout de ne pas prendre de risques aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des gens qui célèbrent quand même cette envie. Et l'idée, justement, c'était de se dire qu'est-ce que je peux leur apporter. Et c'était probablement un pont entre l'Europe et les États-Unis. On a beaucoup de choses aussi formidables dans notre cinéma. Moi, je trouve que le cinéma français est assez remarquable. Et je pense qu'il y avait beaucoup de partenariats à trouver, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça se passe plutôt bien. Il y a même eu, je me souviens d'un téléfilm qui a fait un tabac en France, qui était Coup de foudre à Noël.
Ah oui, ça je l'ai écrit. Ouais. C'était vrai. Alors vraiment, on est dans un cliché de comédie romantique à Noël, mais j'adore ça, donc je me suis fait plaisir. Et vous avez eu raison. En tout cas, pour nous, c'est la fête à Sud Radio, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui entre deux voyages aux États-Unis, et on va évoquer ce livre qui est sorti le 1er octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Amanda Sters. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Amanda Sters, mon invitée. Vous habitez aux États-Unis, mais vous êtes aujourd'hui au micro de Sud Radio entre deux avions pour la sortie de ce livre le 1er octobre 2025, un livre chez Grasset qui s'appelle C. Alors C, on peut tout imaginer avec ce mot, ça peut être les cons ou autre chose, et c'est pas du tout ça. C, c'est un champignon qui est au cœur de votre histoire. Oui, un jour, un couple parisien découvre au plafond de leur appartement un champignon qui pousse sans qu'il y ait de raison apparente. Il n'y a pas de fuite, pas de moyen de l'éradiquer, puisqu'à chaque fois qu'on l'enlève, il repousse. Et voilà, c'est ce champignon-là dont traite le livre en partie. Et pourquoi ce champignon? D'où vient cette idée? Ce champignon, c'est un symbole un peu kafkaïen de cette France qui pourrit, de ce monde qui va mal et qui se délite. Et donc ce couple est composé d'une femme d'origine juive, une juive de gauche qui est éditrice, un peu un télo, mais qui au lendemain du 7 octobre ne se retrouve plus dans le parti pour lequel elle votait, qui se renferme un peu sur elle-même, perd des amis parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, et ses peurs qui parfois sont irrationnelles, et son engouement parfois pour Israël, et en face son mari de longue date, lui qui est catholique non pratiquant, normand, et un petit peu épuisé par les discussions permanente de sa femme et de ses copains à ce sujet de cette guerre à Gaza. Il n'en peut plus. Et donc, il rencontre une femme avec qui va devenir sa maîtresse et qui, elle, vote Rassemblement National. Donc, voilà. Non seulement il va tromper sa femme physiquement, mais il va commencer à la tromper moralement. Et donc, ce couple représente cette France polarisée, en fait, qui n'arrive plus à trouver de centre, qui n'arrive plus à débattre, qui n'arrive plus à se comprendre l'un l'autre. Et ce champignon représente ce mal-être qui entre eux. Alors, le point de départ, effectivement, du livre, c'est le 7 octobre 2023, qui a marqué le monde entier, qui vous a marqué et qui est très important pour ce livre. Oui, parce qu'on sent bien que il y a un avant et après, qu'il y a une sorte d'accélérateur de la haine et de choses qui étaient enfouies, au lieu de susciter de la compassion dès le lendemain de ce massacre de civils en Israël. Il y avait des protections dans les lieux de culte juifs dans le monde entier parce que cette haine a appelé plus de haine encore, ce qui est totalement improbable. Il n'y a aucun moment dans l'histoire, en dehors de quand ce sont des attaques contre des juifs, qu'il n'y a pas d'émotion autour d'un attentat, puisqu'il s'agit d'un attentat plus d'otages civils enlevés dans un pays. Et ça a, à l'inverse, créé une sorte de chaos social, et surtout l'idée que dès le lendemain on devait prendre parti, comme si on arbitrait un match de foot, et que les choses étaient si simples qu'on pouvait résumer sur Instagram sa pensée en une image, en un drapeau. Toute la nuance, toute la profondeur, tout ça a disparu au profit d'algorithmes qui nourrissaient les idées préconçues que chacun avait. Et moi, en tant qu'être humain, j'ai été terrifiée par tout ça, par cette incapacité à pouvoir parler, poser des mots sur les choses. Et comme écrivain, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette situation ? Et ça a donné naissance à quelque chose que je sais faire pour résister, c'est-à-dire à du rire. C'est une satire sociale. Complètement. À un moment où, a priori, on peut tout faire sauf rire. Voilà. En même temps, vous êtes à Los Angeles lorsque vous apprenez ce qui se passe le 7 octobre, et vous êtes très surprise parce que vous n'imaginez pas ça un seul instant. Personne ne pouvait vraiment imaginer ça, mais j'ai toujours su que c'était possible, mais j'imaginais pas... En fait, ce que j'imaginais pas, c'est la suite des choses.
pas l'événement en soi, même s'il est atroce, c'est de se dire que cet événement-là, comme je disais, mène à plus de désolation encore. Et des prises de position extrêmement violentes, extrêmement en fait clivantes à un moment où j'aurais souhaité que les gens se mettent à parler de paix, de trouver un moyen d'apaiser cette situation au Proche-Orient. Non, soudain, ça a remis de l'huile sur le feu. Et puis dans ce côté satire sociale avec de l'humour, Amanda Sters, il y a aussi vos colères en filigrane qui explosent, parce que ces colères, vous vous dites, mais comment on n'arrive pas à trouver de solution à tout ça? Oui, il y a quelque chose d'absurde, parce qu'il y a un refus pour les gens de penser comme être humain et que tout le monde s'enferme dans sa posture. Et c'est un livre sur ces nationalismes qui sont même devenus encore plus petits. On resserre à chaque fois nos identités. Chacun est enfermé dans une identité qui lui est propre, et des sous-divisions d'identité, que ce soit, on parlait tout à l'heure de genre, mais que ce soit le genre, que ce soit les religions, les nationalités, et les partis politiques. Et j'ai grandi dans une époque où on a tous lutté pour ne plus avoir de couleur de peau, ne plus avoir une religion, ne plus être tous traités à égalité. Et l'effet inverse est arrivé ces dernières années, et je trouve que c'est extrêmement dangereux, puisqu'on n'est plus défini que par ce qu'on est censé représenter. Et ce qu'on est censé représenter est censé nous dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que les gens ont un présupposé de ce que vous pensez en fonction de ce à quoi vous ressemblez. Puis l'antisémitisme est présent. Il y a une scène dans le livre, le prix Goncourt va être attribué, et il n'est pas question de l'attribuer à une juive. Alors, dans le livre, si, quand même, mais il n'est pas question d'attribuer à une juive qui serait pro-Israël. En Voilà. fait, celle qui est censée l'avoir à un moment dans le livre, c'est une sorte de parodie d'un personnage existant aux États-Unis qui s'appelle Judith Butler, et qui s'appelle Judith Servante dans mon livre, et qui est une des personnes qui a créé le wokisme, Oui. et qui parle du pinkwashing en Israël, et qui a inventé tout ça tout en étant fille de rabbin. Donc c'est assez marrant. C'est-à-dire que c'est toujours plus absurde dans la vie que tout ce qu'on peut bien vouloir imaginer. Et justement, on est atteint des tels niveaux de fantaisie et d'absurdité dans l'actualité elle-même, que ce champignon était nécessaire, puisqu'il fallait rajouter un degré à l'étrangeté, tellement si on arrive à prendre les choses avec du recul et du second degré, il y a presque rien à faire. Hein. Ça s'écrit tout seul. Exactement. Non, mais c'est vrai que quand on regarde la télévision aujourd'hui, les débats, c'est des feuilletons permanents. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que vous avez actualisé ce livre en permanence, que vous ne pensiez pas au début, Amanda Sters. C'est-à-dire que le livre se déroule grosso modo entre donc on parlait du 7 octobre, mais ça arrive un peu plus tard. Le 7 octobre est déjà arrivé, on est un peu avant les européennes, entre les européennes et les législatives, inattendu. Donc oui, quand je commence à écrire, je crie à les européennes, je ne m'attends pas à ce que les législatives arrivent. Donc merci à Emmanuel Macron de m'avoir donné plus de travail et plus de rire. Mais voilà, je suis dans cette dynamique où j'utilise l'actualité immédiate. C'est quelque chose qui est rarement fait en littérature en France. D'ailleurs, c'est assez anglo-saxon. Et il y a un mélange entre mes personnages inventés, des personnages existants, parce que dedans il y a le nom de vraies personnalités. Tout ce qui se passe autour est réel. Je les implante dans un monde réel et ils réagissent à des choses qui arrivent réellement. Donc c'était assez excitant de me dire, à chaque jour, l'actualité va influer sur les personnages que j'ai inventés. Je savais où j'allais vous emmener, mais je savais pas exactement comment. L'actualité, vous la faites. Ça ne vous empêche pas, Amanda Sters, de parler du passé, puisque vous évoquez les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Malheureusement, il y a des échos dans l'histoire, et l'histoire qui se répète. Et donc, je trouvais ça, dans cette période qui me semble pré-apocalyptique, et alors qu'on était en train de traverser les Jeux Olympiques, justement, puisqu'on était entre ces européennes et législatives,
j'ai rappelé quelques faits historiques, ouais. Et en plus, on sait maintenant que ces Jeux Olympiques de 36 n'auraient jamais dû exister à Berlin. Il y a beaucoup de pays qui ont essayé de le boycotter. Ils ont préparé des contre-Jeux Olympiques en Espagne, mais il y a eu la guerre d'Espagne, ils n'ont jamais pu avoir lieu. Sinon, Berlin n'aurait jamais existé en 36. Et vous faites rimer aussi humour avec amour, car pour vous, la solution, Amanda Sters, c'est l'amour. Alors, L'amour son prochain. Ça a l'air d'être un peu nu, je dis comme ça, mais en tout cas, oui, c'est l'amour au sens christique du terme, on va dire, pour ne pas dire judéo-chrétien du terme, mais oui, en tout cas, l'amour filial, fraternel, tout. Et puis comprendre l'autre. Pour moi, l'amour, c'est comprendre l'autre, c'est dire qu'on n'est pas tous pareils, on ne sera jamais tous pareils, on ne pense pas tous pareils, mais comment on fait pour vivre avec ces façons de penser différentes ? Et l'amour est tellement important aux États-Unis que j'ai retrouvé une chanson de 1935 qui a été un succès aux États-Unis, une chanson française. Ce qu'on a oublié, c'est que cette chanson de Lucienne Boyer a été tellement célèbre aux États-Unis que Lucienne Boyer a descendu la 5e avenue entourée de milliers de fans comme un président des États-Unis. C'est dire si l'amour était important déjà aux États-Unis, l'amour sous toutes ses formes. Je connaissais la version de cette chanson que Patrick Bruel a reprise, mais je savais pas que ça avait été un succès à ce point-là. Non, vous me l'apprenez. Alors, il se trouve que en même temps, derrière votre récit, vous cherchez à comprendre les motivations de chacun, Amanda Sters. Évidemment, pour construire ce récit, il fallait que j'aime mes personnages, même ceux qui pensent complètement différemment de moi. Surtout eux, d'ailleurs, je pense. Et donc, je ne me moque de personne. Il y a même les personnages qui votent aux antipodes de ce que je peux penser. J'essaye de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Donc, ça veut dire leur motivation, leur colère, leur peur. Et dans ce travail d'empathie dont on parlait, je déroule leurs pensées et j'arrive à faire ça avec des personnages qui sont contradictoires entre eux pour essayer de me dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre ou à comprendre de chacun d'entre nous ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est dans un débat politique, entendre quelqu'un qui dirait « vous avez raison sur ça, mais peut-être que… » Voilà, en fait, c'est ça, c'est parti complètement. On est tellement clivant. Aujourd'hui, être modéré, c'est disruptif. Je me rends compte que, et je vois même dans les invitations que je reçois ou pas à la télévision, que c'est compliqué de pas pouvoir mettre quelqu'un dans une case de façon assez claire en disant cette personne va être aimée par un tel et haïe par les autres. Et je pense pas représenter ça, et donc c'est compliqué. Où est-ce qu'on met, puisque je trouve des bémols partout, puisque je me moque de tout le monde et que j'essaye de comprendre tout le monde aussi. C'est complexe aujourd'hui d'avoir ce discours modéré. Oui, en même temps, c'est bien d'être ailleurs parce que quand vous êtes tranquille, il n'y a personne. Oui. Alors, il y a aussi un déclic dans ce livre, c'est que votre meilleure amie était musulmane et qu'il y a eu une discussion entre vous après ce 7 octobre. Oui, elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Taous, ma meilleure amie, elle est d'origine algérienne, musulmane, elle vit en France. Et oui, post-7 octobre, il y a des choses sur lesquelles on était en désaccord. Et son premier réflexe pour épargner notre amitié, ça a été de dire mais non, n'en parlons pas, comme ça on est sûr de pas se fâcher. Et moi j'ai au contraire dit mais non, parlons-en, parce que si nous on n'arrive pas à se parler, personne ne pourra se mettre d'accord. Et elle m'a ouvert les yeux sur certaines choses, et inversement, je pense que voilà, il y a un chemin à faire pour essayer de se comprendre. C'est la première chose. C'est pas toujours simple. On n'est pas d'accord sur tout. Et c'est pas ça d'ailleurs, l'amitié, c'est respecter qu'on soit pas d'accord sur tout. La seule chose qui doit nous unir, c'est en tout cas des valeurs morales communes et une idée commune du bien. Et après, voilà, ça fait partie, je pense, de l'intelligence, d'être capable d'écouter quelqu'un d'autre. Les critiques que j'ai lues disent que ce livre est un acte de courage, Amanda Sters. Ce qui est fou, quoi, c'est-à-dire que c'est être courageux aujourd'hui de pouvoir ouvrir son cœur à plein de façons de penser. Là où c'est un acte de courage, c'est parce que c'est un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que c'est assez corrosif et que je me moque de tout et de tout le monde, et qu'on est dans une période très très rapide post 7 octobre, juste après des événements qui sont graves, entre guillemets. Donc mettre de la
de la légèreté, en tout cas de l'humour, plus que de la légèreté dans de la gravité, c'est assez inattendu. Même quand Benigni l'a fait 40 ans après, 50 ans après, on lui a un peu reproché sur La vie est belle. Donc là, c'est vraiment, on est dans l'immédiateté le récit suit presque l'actualité. Donc c'est assez inattendu. Et en même temps, je pense que c'est la chose la plus juive de mon livre, puisque on parle de ça. C'est vraiment cet humour qui est un humour de survie. Exactement. Alors, vous vous moquez de tout, mais pas du lecteur, parce que je pense qu'il appréciera ce livre C, chez Grasset, qui est un événement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres comme ceci. Et merci évidemment Nasser de l'avoir écrit. Merci Jacques. Et puis à bientôt pour d'autres livres, j'en suis sûr. J'espère. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.